On est tout le temps face à ce dilemme, pas vrai? Choisir ce qui fait du bien, là, maintenant, ou ce qui est vraiment bon pour nous sur le long terme. C'est un peu le combat de tous les jours entre le plaisir immédiat et le bien-être de notre futur nous. Allez, petite question entre nous. Combien de fois le plaisir immédiat gagne la partie? Assez souvent, hein, on est d'accord, c'est une expérience que presque tout le monde partage, et en fait, il y a une explication tout à fait scientifique à ça. Faut dire que notre monde moderne est une véritable machine à gratification instantanée. Le vapotage, les jeux vidéo, la malbouffe, le scroll infini sur les réseaux. À chaque clic, à chaque bouchée, c'est comme si on piquait un peu de bonheur à notre soi du futur. Bon alors, pourquoi est-ce si difficile de résister? Eh bien, ce n'est pas juste une question de volonté, loin de là. La réponse, elle est cachée dans la science de nos décisions, dans notre propre psychologie. Notre cerveau, pour aller plus vite, il utilise des sortes de raccourcis, qu'on appelle des biais cognitifs. Et ce sont justement ces raccourcis qui nous guident sans qu'on s'en rende compte et qui rendent la planification à long terme si compliquée. Le premier biais à connaître, c'est la réactance. C'est cette petite voix intérieure, très humaine, qui nous pousse à faire exactement le contraire de ce qu'on nous demande. C'est un pur mécanisme de défense pour protéger notre sentiment d'autonomie, même si, au final, ça ne nous rend pas service. Et cette citation de Tocqueville, elle résume ça à la perfection. Le désir de liberté, ce n'est pas juste un moyen d'obtenir quelque chose, c'est la finalité. On y tient plus que tout, et c'est vraiment au cœur de notre psychologie. Et ce n'est pas tout, il y a deux autres biais qui entrent en jeu. D'abord, le biais du présent. C'est ce qui nous fait préférer une petite récompense tout de suite plutôt qu'une plus grosse plus tard. Et puis, il y a l'inversion myope aux pertes. C'est cette petite panique quand on voit nos investissements baisser un peu et qui nous pousse à tout vendre au pire moment, sabotant complètement nos objectifs à long terme. Alors parfois, quand la difficulté semble trop grande, notre cerveau peut adopter une stratégie assez radicale. Faire comme si le problème n'existait pas. L'ignorance délibérée. Cette image, elle est parlante, non? C'est la métaphore parfaite de ce que l'économie comportementale appelle la politique de l'autruche. Éviter l'information, c'est un choix actif. C'est une façon de se protéger de l'angoisse. L'exemple le plus frappant, c'est que 10% des personnes endettées avouent ne même pas connaître le montant exact de leur dette. C'est fou. Mais parfois, il semble plus simple de ne pas regarder la réalité en face. Alors, comment on fait? Comment on navigue entre nos envies de court terme et notre besoin d'éviter les vérités qui fâchent? La solution se trouve peut-être dans ce qu'on appelle l'art du nudge, le fameux coup de pouce. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre forcer quelqu'un et l'inciter. L'obligation, ça crée de la résistance. Vous vous souvenez de la réactance? Le nudge, lui, est bien plus malin. Il préserve la liberté de choix. Il guide, subtilement, vers la meilleure option, en travaillant avec notre psychologie, pas contre elle. Regardez ces deux exemples, ils sont brillants. Le patch UV de la roche posée qui change de couleur au soleil. C'est un simple rappel visuel et ça a permis de réduire les coups de soleil de 63%. Ou alors, les indicateurs de portions sur le fromage Caprice des Dieux, eh bien ça a fait baisser la consommation de 13%. Ce sont des changements énormes, obtenus sans la moindre contrainte. Pour créer ces nudges, des entreprises comme Google ou la SNCF suivent un processus assez simple en 4 étapes. D'abord, on essaye de comprendre le comportement. Ensuite, on identifie les biais qui sont à l'œuvre. Troisièmement, on conçoit une nouvelle façon de présenter les choix. Et enfin, on teste pour voir si ça marche. C'est de l'ingénierie comportementale, tout simplement, pour prendre de meilleures décisions. Ok, tout ça c'est bien beau. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes à notre propre vie? Parce que oui, au final, tout ça nous concerne directement. Le point le plus important à retenir, c'est ça. Le concept d'architecte de choix, ça ne concerne pas que les grandes entreprises ou les gouvernements. Chaque jour, on façonne tous des environnements de choix. Pour soi-même, pour sa famille, pour ses collègues, on a tous ce pouvoir d'influencer les décisions en bien. Reprenons les exemples du début. Chaque fois que l'on choisit la gratification différée, en fait, on s'applique un nudge à soi-même. Remplacer la malbouffe, choisir la salle de sport, apprendre quelque chose de nouveau. Ce sont des investissements dans une meilleure version de soi. C'est, littéralement, devenir l'architecte de sa propre réussite. Pour finir, voilà une dernière question qui, je trouve, résume bien tout ça. Si le soi du futur, celui de dans 5 ou 10 ans, pouvait remercier le soi d'aujourd'hui pour une seule et unique décision, quelles seraient ces décisions ?